Là, on est au deuxième panel de la soirée. Ce panel est intitulé « Féminisme et activisme nocturne, la nuit comme terrain de résistance ». Il est présenté dans le cadre des échanges nocturnes. Donc les échanges nocturnes, ce sont ces rencontres dont vous expérimentez le pilote aujourd'hui avec nous, qui vont ponctuer en fait l'année qui s'en vient et qui vont être organisées par le conseil de nuit, par les membres du conseil de nuit. Il y aura 6 rencontres dans l'année avec à chaque fois 2 panels. Et l'idée c'est ça, c'est de pouvoir générer des discussions, à la fois parler des enjeux, mais aussi essayer de trouver des pistes de solutions, de faire ça collectivement. Donc moi je vais me présenter rapidement, je m'appelle Elsa Fortan, je suis co-responsable du conseil de nuit. J'ai été membre aussi du conseil de nuit par le passé, et puis donc je suis co-responsable avec Pierre, que vous avez entendu tout à l'heure à la modération. Donc avant de commencer, je vais remercier évidemment l'ACU pour l'atelier de chronotopie urbaine, donc Anouk Martin et Lucille de nous recevoir ce soir, merci beaucoup. Je vais remercier évidemment mes collègues avec qui c'était un plaisir de travailler à la programmation puis à l'organisation de cet événement. La ville de Montréal pour le financement qui nous permet donc de tenir ces événements et qui va nous permettre de tenir ces événements tout au long de l'année. Et évidemment nos panélistes et le public évidemment d'avoir été si nombreux et nos panélistes. Donc ce soir on a avec nous pour discuter des féminismes, des formes de féminisme et d'activisme nocturne, on a Tara Chanadi, donc, qui est directrice générale du réseau des lesbiennes du Québec. On a Nelly Denaine, qui est présidente du Conseil des Montréalaises, et Colline Sénac, qui est professeure à la TELUC. Je vais vous demander de les accueillir avec moi, s'il vous plaît. Je vais les laisser se présenter plus en détail dans quelques minutes. Donc avant en fait, de leur laisser la parole, justement, je vais introduire très brièvement le sujet qui nous anime et qui nous intéresse aujourd'hui. Puis je vais plutôt vous raconter un peu la genèse de pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette thématique-là. En fait, l'idée, elle a émergé quand on a, à force de suivre le travail de collectifs, notamment Collage Féminicide et Collage Féministe Montréal, si jamais vous connaissez leur travail. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir leur profil Instagram. Et en fait, ce sont des groupes de citoyennes qui vont donc coller des slogans et qui font ça la nuit. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça la nuit? Ça fait partie des questions en fait qu'on peut se poser justement collectivement. Pourquoi est-ce que finalement ça ne peut pas exister? Ce genre de pratique ne peut pas habiter l'espace-temps de la journée. Mais en tout cas, le slogan qui m'avait marqué dans leur travail, c'était un slogan de Collage Féministe Montréal qui disait « On colle la nuit pour que l'égalité voie le jour ». Et j'avais trouvé ça vraiment fort et ça m'a un peu mis dans la face justement qu'il y a des formes d'activisme et des formes de féminisme qui ne peuvent exister que la nuit. Et à partir de là, a déroulé une série de questions en lien avec la question de l'activisme et du militantisme qui existe la nuit. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une obligation? Quelles sont ces formes finalement d'activisme qu'on retrouve la nuit et pourquoi? Donc aujourd'hui, l'objectif avec ce panel, c'est vraiment de réfléchir collectivement à travers les témoignages de nos panélistes à cette articulation entre nuit et activisme et féminisme. Donc sans plus tarder, en fait, je vais leur laisser la parole. Je vais les inviter à se présenter. Je ne sais pas qui veut briser la glace. Je peux me lancer. Nelly, je t'en prie. Donc bonjour tout le monde, Nelly Denaine, je suis la présidente du Conseil des Montréalaises. À main levée, combien de personnes ont déjà entendu parler de nous? Oh, j'aime ça! Ok, super. Pour rappel, le Conseil de Montréalaises est une instance consultative de la ville de Montréal. Donc on est indépendante de la ville, on est constitué de 15 membres bénévoles, mais on est financé par la ville. C'est ce qu'on appelle un conseil consultatif. Donc notre but, c'est vraiment de mettre un peu en lumière les angles morts que la ville pourrait avoir, notamment sur les politiques publiques, les plans de la ville, la manière dont on a de penser l'espace public, mais aussi d'autres thématiques comme l'itinérance. On a aussi travaillé sur les logements pour les femmes en situation de handicap. Mais ce soir, je vais plus vous parler de 2 avis qu'on a fait, dont un sur Montréal, ville festive, point d'interrogation, qui aborde justement les expériences des femmes cis et femmes trans dans cet espace public. On a aussi un autre avis dont je pourrais quand même parler, parce qu'il est quand même intéressant, mais ils sont tous intéressants, allez les voir.
il est plus au niveau en fait du sentiment d'insécurité des travailleuses. Parce que la vie se vit la nuit, on y fête, mais il y a aussi des gens qui y travaillent et qui y vivent. Donc on va aussi aborder ça ce soir. Donc merci de m'accueillir. Merci. Allô, moi c'est Tara Chenati, donc je suis la directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. On est un ONPL qui existe depuis 1996, donc on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. On travaille pour la visibilité et la défense de droits pour les femmes et les personnes qui s'identifient comme lesbiennes, bisexuelles, queer. Donc, on fait beaucoup d'événementiels, de défense de droits, puis on fait aussi beaucoup de recherche communautaire. Pour nous, c'est important de faire de la recherche pour avoir de l'information sur nos communautés, parce que souvent, on est un peu dans un trou où il y a des recherches féministes qui vont porter sur les enjeux des femmes, puis les enjeux LGBT qui vont un peu généraliser ce que vivent les populations LGBT. Donc, des fois, l'intersection entre féminisme et sexisme est vraiment, entre sexisme, et homophobie, en plus de toutes les autres intersections, est vraiment laissée de côté. Donc, notre dernière recherche qu'on a faite, c'était un sondage pan-canadien. Donc, on a quand même rejoint 2300 répondantes à travers le Canada. Puis, c'est intéressant justement parce que quand on m'a parlé d'aujourd'hui, je me dis, on a eu beaucoup de data intéressantes sur l'espace, justement. Donc, sur la discrimination dans les espaces, sur le harcèlement dans les espaces, sur l'importance d'avoir des espaces saphiques. Donc, il y avait, parmi nos répondantes, je vais juste donner 2-3 petits chiffres. Donc, parmi nos 2300 répondantes au Canada, il y en a 44% qui ont expérimenté de la discrimination dans les espaces publics sur la base de l'orientation sexuelle et 52% sur la base du sexisme. Donc, il y avait beaucoup de personnes, on a reçu plus de 700 témoignages, 720 témoignages en fait, sur le manque de sentiment de sécurité en tant que couple lesbien, sur l'hypersexualisation des couples lesbiens en public et sur le lesbianisme considéré comme inapproprié dans les espaces publics. Il y a plusieurs citations, je vais juste vous en lire 2 qui résument un peu ces propos-là. Donc, ma blonde et moi, nous tenons par la main. Franchement, faites ça chez vous ou au contraire, voulez-vous faire un trip à 3, 2 femmes? Fait que c'est souvent un peu des témoignages qui évoquent à la fois une hypersexualisation puis à la fois un genre de réglementation, de rappeler que les corps lesbiens sont hors normes. Et d'autres personnes, par exemple, qui évoquaient quelqu'un qui dit « je veux regarder » en s'adressant à ma partenaire et moi alors que nous nous tenons la main en public. Donc, on a eu vraiment beaucoup de témoignages, puis en même temps, beaucoup de témoignages aussi sur le manque d'espace lesbo-queer. Donc, je vais en parler plus un peu tantôt, mais il y a comme beaucoup d'espace pour hommes gays, d'espace fixe pour hommes gays, alors que pour les femmes et les personnes lesbiennes, queer, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ce que révèle le sondage aussi, puis ça démontre l'importance de développer ces espaces par et pour. Super, merci beaucoup. Colline? Est-ce que j'en présente? Je présente un petit peu mes... Parfait. Claire, lancez le bas-point. Donc, moi, je me présente. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis Colline Sénac, professeure en communication à l'Université TÉLUQ. Je vais vous présenter une recherche sur les femmes DJ, enfin, toutes les personnes qui se disent de genre féminin et personnes non-binaires, mais c'est la catégorisation de femmes DJ qui a été choisie. Et c'est une recherche qui a été menée d'abord par moi, ma collègue qui a l'ESG-UQAM, Nancy Homé et aussi Amélie Gauvreau-Sauvé. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre recherche, mais plus en travaillant sur une recherche-action en partenariat avec MUTEC et l'ASAT, donc pour essayer de repenser un festival durable. Je vais vous en parler, mais donc il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées au projet. Il y a Violaine Robitaille, il y a Alexandra Beauchemin, par exemple. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un engouement pour ces thématiques que je vais vous présenter tout de suite. Alors, ce qu'on voit, c'est que je vais vous faire un petit peu la retour sur la situation des VAX. Il y a en fait DIG, qui est un groupe interdisciplinaire de différences et inégalités en musique, donc qui est supervisé par Vanessa Blé-Tremblay, par exemple, qui ont mené des études quantitatives, donc avec des chiffres concrets sur ces situations-là. Et dans leur étude très intéressante, elles disent que 50% des personnes, des femmes de tous les corps de métier dans l'industrie musicale ont été victimes d'harcèlement sexuel. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, puis là je me réfère au Conseil des Montréalaises qui ont mené aussi un très beau travail là-dessus pour donner des chiffres concrets, c'est que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plus d'une répondante sur 2, donc qui fait partie des publics, souvent dans ces milieux-là, qui disent avoir été déjà victimes de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc, ce qu'on remarque à travers ces chiffres, c'est que le milieu de la culture semblerait et semblerait-il le secteur un peu pire qu'ailleurs, ça c'est selon les termes du rapport. Et moi, ce qui nous intéresse, c'était d'aller voir au-delà des données, comment est-ce que les personnes vivaient comme expérience d'injustice.
j'ai fait un petit détour en France parce qu'il y a une enquête qui a été menée par Coventis qui vient juste d'être publiée en 2025. La situation est un peu similaire en France. Je vais vous donner les chiffres tout de suite. Par exemple, plus de 8 femmes cis et trans et personnes non binaires sur 10 ont déjà vécu des violences sexuelles en milieu festif. 10% affirment avoir été violés et 24,9% ont subi au moins une violence LGBTQ plus IA de plus phobe. Donc, on voit que c'est vraiment similaire selon, enfin, même si c'est des contextes différents, on voit quand même une sorte de récurrence et de régularité. Alors, allons plus dans les expériences. Ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a pu voir, on va revenir sur les chiffres, mais c'est simplement pour montrer qu'il y a un Female Pressure qui a donc donné comme chiffre que 21% des artistes programmés dans les plus grands festivals mondiaux étaient des femmes ou des personnes non binaires. Ça, c'est entre 2007 et 2019. Mais en allant sur le terrain, puis je pourrais vous parler plus de la méthodologie de notre recherche, c'est que nous avons observé des DJ sets. Donc, nous avons vu un peu ce qui se passait sur les lieux même, les milieux festifs, et on revoit que souvent, ces personnes-là, femmes ou non-binaires, font les premières parties. Donc, elles sont un peu là pour réchauffer l'ambiance, pour donner la place à, par exemple, l'artiste principal, qui peut parfois être d'un genre différent. Donc, il y a vraiment certaines difficultés, certains défis pour ces personnes-là qui font les premières parties, à s'arrimer, à s'ajuster aux désirs, aux attentes du public. Et ce qu'on a pu voir aussi en allant, donc même en étant dans les DJ booths par exemple, donc en voyant un peu l'envers du décor, c'est qu'il y a des personnes qui, c'est vraiment dans les informations, les interactions informelles et donc vraiment les petits événements de la vie qu'on constate cette sorte d'expérience un peu malaisante où, par exemple, il y a des questions, est-ce que tu produis de la musique ou tu fais juste mixer? Est-ce que, non, je ne sais pas si ça sonne des cloches à certaines personnes, mais donc il y a vraiment la question à savoir si ces personnes sont des compositrices de musique, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de manière récurrente. Ce qu'on peut voir alors plus par rapport à la question de l'injustice épistémique, donc moi mes expertises sont en injustice épistémique, c'est un préjudice qui est porté sur une personne, donc un préjudice porté sur son savoir, sur ses connaissances, sur ses compétences et ses expériences vécues. Et ce qu'on voit alors, c'est que souvent, il y a une méconnaissance ou une non-reconnaissance de leurs compétences techniques. On a vu beaucoup de situations, mettons, dans la préparation du DJ set où les personnes se faisaient poser des questions à savoir si elles avaient une connaissance des consoles, des câbles, voilà, un point où tu te dis, mais c'est de manière récurrente. Donc, c'est vrai que cette sorte de systématisation de ces interactions-là qui sont assez... qui sont lourdes, en fait, au quotidien, font en sorte que, ben là, elles se sentent de moins en moins légitimes. Et en fait, l'injustice épistémique, c'est souvent basé sur le fait de pas prise au sérieux ou qu'on doute à chaque fois des expériences vécues. Et on le voit alors dans l'idée de, est-ce que ce sont ces personnes-là qui composent les chansons? Est-ce qu'elles créent des tunes originales dans leur genre? Est-ce qu'elles ont même un certain talent? Parce que souvent, il y a la référence aussi aux réseaux sociaux, à Instagram. Ces personnes-là ont du reach, mais quoi de plus? Donc c'est ça, donc souvent il y a aussi le fait qu'on peut les complimenter, mais on va dire elle joue bien pour des femmes, puis vraiment les femmes c'est la catégorie que je disais tantôt, ça peut être des personnes aussi non binaires, donc elles se font mégenrer, mais c'est quand même intéressant parce que l'oreille n'a pas de distinction, ne fait pas de distinction de genre. Donc c'est un peu ça qu'on a vu dans la récurrence des expériences. Et je vais vous faire un témoignage un peu, je vais vous lire un témoignage d'une personne qui a osé se comment dire, on a des enjeux éthiques là, de non-confidentialité des données, non-dévoilement des noms. Et il y a une personne qui a osé donc dire son nom aujourd'hui. Alors, parce que l'un des effets, c'est la charge mentale sur ces personnes. Alors, je vais vous lire le témoignage de Cinca Gabriela. Donc, je m'appelle Gabriela, mais plusieurs me connaissent sous mon nom d'artiste Cinca. Je suis DJ et productrice de musique électronique fièrement montréalaise. Grâce à mon métier, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde, de collaborer avec des artistes que j'admire, de signer sur certaines des meilleures maisons de disques de mon style et même de vivre de ma passion pendant quelques années. Mais malgré tout ça, j'ai récemment pris une décision difficile, celle de faire une longue pause. Ces dernières années, j'ai vraiment foncé, tournées, sessions en studio, sorties de chansons, réseaux sociaux, photoshoot, projets qui s'enchaînent sans arrêt, que j'ai pu témoigner.
Vivre de sa passion, c'est un immense privilège, mais c'est aussi une pression constante. Et tranquillement, j'ai senti ma batterie se vider. La fatigue, l'anxiété, le stress, j'étais en train de me perdre. Et là, elle dit, être artiste, c'est déjà un défi. Être une femme artiste dans l'industrie électronique, c'est un challenge supplémentaire et souvent invisible. Les commentaires misogynes, les jugements sur le physique, les rumeurs gratuites, les messages déplacés, les moments où je ne me suis pas sentie en sécurité, tout ça finit par peser lourd. Il faut prouver sa crédibilité en permanence, son talent, sa légitimité. On attendait de moi que je travaille 5 fois plus fort que mes collègues masculins. Alors c'est ce que j'ai fait. À tout ça s'ajoute la pression de fitter dans des standards de beauté et de contenu en tant que femme. Et c'est là que mes semaines ont tranquillement cessé de tourner autour de la musique pour se transformer en création de contenu pour les réseaux sociaux, un passage devenu presque obligatoire dans ce métier. Avec le temps, j'ai perdu contact avec ce que j'aimais le plus, créer, explorer, inventer. Mon énergie créative s'est érodée et avec elle, mon plaisir. Alors j'ai décidé de m'arrêter. Elle décide de prendre une pause. Puis là, à la fin, elle me dit « Prenez soin de vous. » Voilà. Donc je m'assois ici, mais c'est un peu ce qu'on a pu voir à travers cette recherche de 4 années. Et merci beaucoup. Ça met, je pense, super bien à la table. Parce que ça touche déjà un peu à la question des enjeux en filigrane. Et justement, c'est par là que j'aimerais qu'on s'en aille. Donc, est-ce que, parce qu'en plus, vous représentez des milieux, je pense, qui se croisent, mais qui ont aussi des spécificités. Donc, quels sont les enjeux, d'après vous, rencontrés par les femmes et les minorités de genre, on va dire, dans l'espace-temps qui est la nuit, spécifiquement? Nelly, vas-y. Ben, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la vie nocturne ne se vit pas de la même manière. Les inégalités historiques qui sont traversées, donc quand on parle justement d'inégalités entre les hommes ou les femmes, ou entre les femmes elles-mêmes, parce qu'il y a aussi des inégalités, on voit que ça perdure également dans les milieux nocturnes. Et du coup, cette inégalité-là, ben, elle crée un sentiment d'insécurité, et elle va même plus loin que ça. C'est un peu comme un message qu'on envoie où t'as pas ta place. Et c'est ça qui est d'autant plus violent dans ce que nous, on a récupéré dans les données de nos 2 avis, c'est que c'est vraiment ce message-là, au final, que quand on rentre dans cet espace public qui est supposé être autant investi par une pluralité de personnes, ben, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas l'investir de la même manière. Parce que violence, agression, commentaires, une manière vraiment de faire comprendre à la personne qu'elle n'a pas sa place dans l'espace public. Et ça, c'est fondamental à comprendre, parce que c'est ça qui explique le pourquoi, ben, d'une part, on fait le travail qu'on fait, parce que sinon on ne serait pas devant vous, mais aussi parce que c'est ça qui explique le pourquoi il faut lutter contre ça. Et il ne faut surtout pas le normaliser, parce que ça, c'est un autre aspect qu'on a trouvé, surtout dans la recherche avec les travailleuses, c'est qu'on a entendu, puis je vais la dire, la phrase telle qu'elle a été nommée, le harcèlement sexuel, c'est la job. Ça fait partie de la job. À travers cette phrase-là, il y a une normalisation d'un phénomène qui est illégal. Le harcèlement sexuel, en tant que société, on s'est dit, non, on n'accepte pas ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à autrui. En entendant cette phrase, ça sous-entend que la société, en tout cas cette personne-là, elle nous annonce, cette femme nous dit, ben, moi le message que j'ai reçu, c'était que c'était normal. C'est fait partie de mon travail, mais c'est extrêmement banalisé. Et ce qu'on a reçu après ça, quand on est allé voir ben, de quelle manière c'est vécu justement ben, dans les bars, comment c'est vécu de la part des danseuses, comment c'est vécu de la part des hôtesses, ben, tout le monde avait ce message-là de banalisation. Et surtout de manière à ne pas avoir les outils nécessaires pour le dénoncer après ça. Fait qu'il y avait vraiment ce côté-là, ben non, j'irai pas voir mon boss parce qu'il va pas m'aider. Non, j'irai pas voir mon collègue parce que la dernière fois que ça s'est passé devant lui, ben il a rien dit. Fait qu'elles le vivent, c'est comme une double peine, tu sais, c'est le fait de le vivre, de le subir, mais après ça, de même pas pouvoir le verbaliser, de même pas pouvoir prendre action. On reviendra, il y a des mécanismes, puis je suis certaine que dans la salle, on a tous nos mécanismes de survie dans tout ça, parce qu'on navigue, on finit par naviguer le système et l'espace public et l'espace nocturne. J'adore le nocturne et j'y tiens. Et au Conseil des Montréalais, c'est pour ça qu'on avait sorti ces études-là, c'est qu'il faut montrer aussi qu'il y a des choses à faire. Mais là, je ne vais pas dévancer la conversation, je vais aussi réagir. Mais je suis sûre qu'on va parler aussi des solutions. Mais c'est gros, le phénomène auquel on s'attarde quand tu parles des enjeux, puis là, je n'ai pas parlé, mais aussi dans l'étude, on a fait ce croisement-là justement pour voir les femmes racisées, comment elles le vivent, les femmes en situation de handicap, les femmes lesbiennes, parce qu'il y a, et c'est prouvé là maintenant dans la littérature scientifique, qu'elles sont 2 à 3 fois plus
susceptibles de vivre ces violences-là, et de manière très ciblée, très spécifique. Et donc les réponses doivent, elles, être tout aussi spécifiques, parce que sinon on passe à côté de quelque chose. Le racisme, il s'exprime dans les transports en commun. Pensez à si tu prends le taxi ou comment tu prends le bus, mais là le bus il passe pas à temps, finalement tu vas prendre le taxi, là le taxi il n'est pas plus sécuritaire, fait que tu te retrouves seul dans un coin moins éclairé, ça arrive, c'est des situations qui arrivent, et ça c'est des situations structurelles qu'on va qualifier de systémiques. Ça veut dire on a une prise dessus, on peut changer ça, on peut améliorer ces différentes manières de faire, et je vais pas plus. C'est super intéressant de vous entendre, parce que les croisements sont tellement, tu sais, on est des milieux à la fois, c'est comme tu disais, des milieux similaires qui se croisent, mais en même temps qui ont chacun nos enjeux, nos structures, fait que c'est super intéressant. Peut-être je pourrais revenir sur le fait que, moi, quand on avait reçu cette question-là, je pensais au fait que les communautés lesbiennes et gays sont très, très, très différentes au point de vue de la géographie spatiale. Donc, les communautés gays sont beaucoup plus centralisées dans le village. Donc, il y a des bars, il y a plusieurs bars qui sont là des fois depuis des décennies. Donc, les hommes gays ont leur lieu, ont leur repère, alors que dans le village, il n'y a pas un seul espace pour les femmes lesbiennes ou les personnes de la diversité de genre. Donc, c'est quelque chose qui est très, très récurrent. Le village ne nous appartient pas. On n'a pas nos lieux. On n'a pas notre bar. On n'a pas notre espace nocturne. Donc, il y a seulement un bar lesbien en ce moment qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Donc, c'est pas sûr que ça va durer. Ça roule beaucoup. Donc, il n'y a pas de bar lesbien à Montréal, alors qu'il y a beaucoup de bars gays, donc très centralisés. Puis c'est intéressant, comme dans les années 80, il y avait l'âge d'or des bars lesbiens, donc il y en avait beaucoup sur Mont-Royal, sur Saint-Denis, donc il y avait cette effervescence de bars qui graduellement s'est effilochée. Puis il y a des études super intéressantes de géographie sociale dans les 2 dernières décennies qui ont regardé comment est-ce que les lesbiennes sont visibles de façon différente à travers la ville que l'homosexualité masculine, disons. Donc, c'est une visibilité plus fragmentée dans le Myland, sur Saint-Laurent, dans le village. Donc, une visibilité un peu plus éphémère, un peu plus cachée, puis qu'il n'y aura pas de lieu fixe, de lieu où tu peux sortir. Donc, disons, si en tant qu'avec ta gang de Gwyn, tu as envie de sortir un jour, des fois, ça se peut qu'il n'y ait rien. Ça se peut qu'on ait nulle part où aller. Puis là, c'est-à-dire que ce que ça crée comme enjeu pour arriver à la question, c'est que ça retombe sur les collectifs, ça retombe sur des individus qui doivent se mettre ensemble et organiser des événements. Donc, c'est vraiment des collectifs, il y a une effervescence de fou. Le travail des collectifs lesbo-queer à Montréal, c'est insane. C'est vraiment incroyable ce travail-là, c'est du travail bénévole. En dehors des heures de travail pour louer des espaces qui sont habituellement avec une clientèle diverse, pour essayer de trouver des endroits comme on n'a pas d'endroit fixe. Puis pendant très très longtemps, jusqu'à récemment, en fait, il n'y avait pas de pouvoir d'achat vraiment de louer non plus des bars les vendredis et les samedis parce qu'on considère que c'est pas des soirées lucratives, des soirées dédiées aux lesbiennes, bisexuelles, c'est trop niché. Donc souvent, pendant plusieurs années, pendant près d'une décennie, les seules soirées lesbiennes, c'était les mardis et les mercredis. Donc c'était en semaine, c'était pas la même chose. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'enjeux. Ça retombe beaucoup sur les personnes et collectifs qui doivent faire le travail d'organiser les soirées. C'est éphémère, il n'y en a pas tout le temps. Et il y a aussi ces disparités économiques qui font en sorte que les communautés lesbiennes, elles n'ont pas profité de l'argent rose. L'argent rose qui a profité aux communautés gays, qui fait en sorte que, par exemple, on voit la chambre de commerce gay, la chambre de commerce LGBT, c'est majoritairement des hommes. Fierté Montréal, peut-être qu'il y en a qui ont suivi toutes les dissensions qui se sont passées. La plupart des communautés lesbo-queer ont quitté la RQ aussi d'ailleurs. Fierté Montréal, avec plusieurs frustrations de plusieurs niveaux, mais aussi parce qu'il y a un manque constant de représentation. Ça me faisait penser quand vous disiez, c'est ça, quand tu disais les femmes qui vont ouvrir, pendant longtemps on n'avait pas Fierté Montréal, c'était comme, on était sur le petit stage, c'était pas les samedis, c'était pas les vendredis, c'était tout le temps un peu le recul de tout ça, donc il y avait vraiment une frustration accumulée. Donc je dirais ça, puis c'est ça, puis surtout à travers tout ça, ce qui est impressionnant, puis ça je pense que c'est sur quoi la prochaine question porte un peu, mais de parler de à quel point les collectifs lesbo-queer les personnes, les individus font des choses incroyables avec peu de moyens, puis ça depuis les années 80. Donc, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Ben, moi, je vais improviser une réponse qui va un petit peu dans votre sens par rapport aux enjeux de sécurité. C'est que souvent, les personnes de genre féminin et non-binaire qui font du DJing, c'est que c'est leur métier. Et donc, on oublie que c'est un travail. Alors, c'est important de penser aux enjeux de sécurité et à leurs conditions de travail. Je vous dis ça parce qu'en ayant été témoin des coulisses
dans les DJ sets, j'ai vu vraiment la sorte de rapport spatial vis-à-vis du boot. Ça, c'est très intéressant parce qu'on s'entend que c'est une sorte de lieu qui se veut sécuritaire ou en tout cas préservé, mais il y avait des personnes qui rentraient pendant les DJ boots comme si on allait voir une amie alors qu'on ne connaissait pas le ou la DJ. Et donc, c'est vraiment le fait que ces personnes-là pouvaient ne pas se sentir en sécurité parfois parce qu'elles ne savaient pas les personnes qu'il y avait en arrière d'elles. Donc, c'est un peu des enjeux comme ça qu'on ne réalise pas nécessairement, mais que c'est sûr que, par exemple, un DJ comme David Guetta, jamais personne oserait venir dans le boot. Et il y en avait même qui se servaient à boire, enfin, qui faisaient un apéro en arrière sans même que la personne connaisse. Il peut y avoir même des vols, des fois, dans les boots, ce qui est déjà arrivé. Et donc, vraiment, ces enjeux de sécurité vont même en arrière, dans l'arrière-scène, c'est-à-dire, par exemple, il y a un lieu réputé à Montréal où les toilettes n'ont pas encore de porte fermée. Donc, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut repenser pour ces personnes de genre féminin et non-binaire, vraiment au niveau de leurs conditions de travail, pour leur assurer une sécurité optimale, comme n'importe quelle personne. Mais merci beaucoup pour vos réponses. C'est super intéressant en fait de voir à quel point cette question de l'espace, qu'il soit privé, donc un club, qu'il soit public, la rue, qu'il soit plus spatial, le quartier, dans la ville, etc. De voir comment à travers ces différentes échelles-là émerge en fait finalement où existe toute forme de discrimination ou toute forme d'enjeu lié au genre. Du coup, maintenant qu'on a un peu mis la table sur les enjeux, une partie de la discussion qui est quand même la plus motivante, on va dire, c'est de penser à quelles sont les solutions finalement, ou qu'est-ce que vous voyez sur le terrain comme initiative émerger, que ce soit collectif, que ce soit individuel, que ce soit institutionnel, que ce soit communautaire. Finalement, quelles sont les réponses, quelles sont les formes de résistance qu'on voit émerger face à ces enjeux qui sont vécus par les différents types de populations dont on a parlé ce soir. Tara, tu veux commencer? Oui, je peux y aller. C'est ça, comme je disais, le travail des collectifs est assez vraiment impressionnant. Donc, il y avait pendant 10 ans, jusqu'en 2019, il y avait 2 ou 3 collectifs qui organisaient la majorité des soirées, mais il y a quand même eu une explosion assez exponentielle de différents collectifs qui organisent différentes soirées, des collaborations. Donc, je peux peut-être parler de ce que le réseau des lesbiennes du Québec essaye de faire, justement, c'est de mettre de l'avant le travail des collectifs pour la prochaine journée de visibilité lesbienne qui aura lieu en avril. Donc, nous, on voulait créer un annuaire. Dans les années 80, il y avait quelque chose qui s'appelait l'annuaire Lavande. Ça avait été fait par un groupe de lesbiennes radicales. C'est vraiment cool. C'est juste un petit truc mauve. Puis, c'était l'annuaire de tous les lieux puis les personnes lesbiennes à travers la ville. Il y avait les maçons, les personnes qui font des chaussures. Il y avait tout. C'était vraiment fou. Fait qu'on va essayer de recréer ça, mais avec les collectifs lesbo-queer. Donc, essayer de les visibiliser. Donc, on met souvent de l'avant certaines célébrités, des visibilités médiatiques lesbiennes. Mais c'est important de récompenser le travail qui se fait dans l'ombre. Donc, pour nous, ça c'est... on essaie de créer un annuaire. Donc, souvent, ça, c'est des choses qui se perdent. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les communautés lesbiennes ont développé, ils ont beaucoup changé. Puis là, je vais parler de quelque chose qui est vraiment peut-être plus au sein des communautés lesbiennes. C'est comment avoir un espace sécuritaire tout en étant inclusif. Donc ça, c'est vraiment des questions qui ont beaucoup travaillé les communautés lesbiennes. Donc, tu sais, par exemple, dans les années 80, il y avait des lesbiennes, il y avait des bars woman only, donc il fallait que tu sois une femme pour rentrer. Puis même si tu étais une femme féminine, à la limite, tu te faisais genre regarder croche, puis tu rentrais pas. C'était vraiment, c'était assez, on polissait à la porte pour faire rentrer les gens. Mais tu sais, depuis que les communautés lesbiennes se sont beaucoup transformées, puis tu sais, veulent être plus inclusives de la diversité de genre. Puis tu sais, par exemple, il y avait certains hommes trans qui venaient nous voir au début des événements du RAQ, puis qui étaient comme, tu sais, nous, on s'impliquait, on se sentait bien, c'était ma famille avant, je sortais avec mes chums de Gwyn, puis maintenant, je sens que, tu sais, j'ai plus le droit de rentrer dans l'espace, je me fais regarder croche. Même chose pour des femmes trans, peu importe, tu sais, comment, des fois, avec certains niveaux de passing qui font en sorte qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans les endroits lesbiens. Donc, comment être inclusif tout en étant, tu sais, tout en assurant une certaine sécurité, puis en faisant en sorte que, tu sais, t'as pas une gang d'hommes cis qui rentrent puis qui font, tu sais, genre la ligne de pigeons, tu sais, qui regardent, puis qui essayent de spotter puis de harceler les filles, parce que on a besoin de ces espaces-là, comme femme, comme personne non-binaire, pour être libre, pour se sentir, pour pouvoir être
autonome de son corps, avoir de l'agentivité. Puis ce que je trouve intéressant au sein, et je vais terminer là-dessus, au sein des communautés lesbiennes, ce qui a mergé un peu, c'est comment assurer la sécurité de ces espaces. Ça s'est tourné un peu plus d'un policing à la porte, de comme maintenant tu vas voir les affiches dans les bars lesbo-queer, dans les soirées queer, c'est, si tu te sens pas à l'aise, tu vas voir le staff. Donc d'entraîner du staff, d'entraîner des gens, de mettre certaines personnes clés à qui tu peux parler. Fait que s'il y a quelqu'un qui te gêne, tu vas le sortir. Puis il y a un certain policing qui se fait à l'interne, donc c'est sûr que s'il y a une gang de gars cis qui va là pour harceler ou pour essayer de se rincer l'œil, c'est quand même assez rapide qu'ils se font revirer de bord, mais comme de façon très organique. Donc je trouve ça intéressant, puis c'est sûr que ça a créé beaucoup de tensions au sein de la communauté, comme vous pouvez, il y a eu des enjeux de transphobie, il y a eu des enjeux de biphobie dans les espaces lesbo-queer, dans les espaces lesbiens, donc c'est important de parler aussi des enjeux, je pense, qui se passent au sein de nos communautés. Puis c'est de continuer d'essayer de faire des espaces plus inclusifs, mais je pense que c'est un bon exemple de comment rendre des espaces intersectionnels tout en étant sécuritaires. Ouais. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu veux enchaîner, Colline? Oui, donc très intéressant. Moi, je vais parler peut-être plus des stratégies individuelles et collectives, en tout cas, de ce qu'on a pu voir. Peut-être si tu peux mettre le PowerPoint. C'est que le fait de vivre des discriminations similaires, ça fait en sorte que les gens développent des sortes de réseaux, des réseaux de solidarité. Donc, d'une part, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Par exemple, pour des situations de discrimination qu'elles peuvent vivre, on peut voir un regroupement de plusieurs, il est arrivé des situations où une personne s'est fait tasser pour être remplacée par un homme, par exemple, parce qu'il était plus big. Donc là, on voyait une sorte de solidarité avec d'autres femmes DJ qui se sont réunies en disant non, on va s'opposer, par exemple, au propriétaire du bar qui voulait essayer de la tasser. Donc, il se crée ce genre de phénomène où les gens vont faire une opposition informelle, somme toute, mais on voit qu'il se développe ce genre de rapport-là qui est basé sur des relations d'amitié avant toute chose, mais on comprend quand même, ces personnes voient un peu l'ampleur que c'est vraiment une discrimination qui est systémique et donc il faut vraiment agir de manière locale pour avoir un impact plus global. Donc, par la suite, elles ont développé vraiment des réseaux informels sur les groupes WhatsApp. Donc, elles vont essayer de promouvoir des opportunités pour justement, ou même des fois, elles vont s'auto-promouvoir ou elles vont donner chacune leur nom en disant « Ah, j'ai mis ton nom pour ce soir pour que tu puisses jouer avec nous. Vraiment pour s'aider à développer leur carrière. D'une part. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles vont s'entraider au quotidien en s'offrant des formations. Par exemple, c'était drôle, mais pendant la pandémie, elles faisaient ça dans le salon. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que le fait d'être amies à la base, ce lien-là est tellement ténu qu'elles ont développé alors des sessions récurrentes de formation comme ça de DJing. Pendant ces moments-là, elles se donnaient des conseils pratiques, mais c'est vraiment une connaissance informelle, mais qui permet de se développer après quand elles font des DJ sets dans plusieurs bars, plusieurs endroits, plusieurs salles de spectacle. Bon, ben là, elles connaissent les tips, les choses, les astuces à connaître. Mais aussi, c'est qu'elles s'informent de situations problématiques. Ah, telle place, fais attention à cette personne-là, parce que bon, il est arrivé des récurrences, des situations. Donc, je vous parlais des toilettes tantôt, ça c'était quasiment une blague parce qu'on a fait une rencontre collective avec toutes les personnes qu'on a suivies et c'était la blague de genre « Ah, mais tout le monde le sait », mais rien ne change, donc voilà. Et deuxième part, peut-être de manière plus formelle, organisationnelle, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il s'est créé des organismes de défense ou de valorisation de ces personnes qui font du DJing. Et on voit le témoignage d'une personne qui a bien voulu se nommer, que je vais vous présenter, qui a développé la fibrose kystique en musique. Je ne sais pas si tu peux cliquer sur la vidéo. Ça marche-tu? Non, c'est peut-être pas. Alors, peut-être sur Facebook. Excusez. Sinon, peut-être si quelqu'un était... Bon. Non. Tu veux que je t'envoie? Ok, excusez. Bon, c'est le témoignage d'une personne qui a décidé de développer une OBNL parce que le fait de se défendre d'une part, mais aussi de défendre ses collègues, au fur et à mesure du temps, ça a donné envie d'être plus, ça l'a rendue militante et donc elle a développé
un organisme qui défend les personnes qui sont atteintes de la maladie de la fibrose kystique, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils font des soirées DJing où ils rassemblent ces communautés-là autour de cette maladie, mais pour dire que tout le monde peut faire du DJing, et donc ça a comme un effet émancipateur. Voilà, donc c'est pas grave. Oui? Fibrose kystique en musique? Oui, c'est ça. Ouais, c'est sa vidéo. Donc on pourra... mais, ouais. Voilà. Ben, sinon, vous pourrez regarder dans le confort de votre foyer. Voilà, mais il y a plein de choses qui sont faites. Ah, non, c'est pas Céline Dion. Non, elle n'est pas devenue DJ entre-temps. Mais voilà, et donc il y a plein de soirées comme ça qui sont organisées pour les communautés, enfin, pour les personnes voilà, qui... Honest R&B, non peut-être pas. Mais on fera des comptes rendus, je pense. On ne sait pas encore sous quelle forme exactement, mais on s'assurera de bien mettre les liens vers les présentations, vers les vidéos et toutes les ressources en fait qui pourraient être pertinentes dans le cadre de ces présentations. Oui, là je pense que ça va être compliqué. Et on a senti l'effort, merci. Mais si Céline Dion veut financer pour la fibrose kystique en musique, ça lui ferait très plaisir, je pense, à la créatrice. C'est ça. Voilà. Mais du coup, Nelly, si tu veux poursuivre sur les je pense stratégies de résistance. Oui, stratégie de résistance. Je pense que le commun, c'est la réappropriation de cet espace-là. Ça, c'est la stratégie numéro 1. Donc, c'est de réinvestir ces espaces, c'est de se redonner. Tu sais, quand j'entends les toilettes, pour moi, c'est de l'aménagement. En fait, il faut prendre ça en compte et arrêter de le voir comme une thématique. Ça aussi, c'est pas gagnant. C'est pas une thématique, la sécurité des personnes avec qui vous faites la fête, c'est essentiel. C'est au cœur de la manière dont on décide de se projeter dans une vie nocturne, c'est au cœur de la manière dont on a envie de faire communauté quand on fait la fête. C'est pas des conversations de couloir, c'est pas des conversations thématiques, et donc ça amène à des réponses qui sont de l'ordre de la réappropriation. Tu parlais des collages, c'en est une, à la question pourquoi font-elles ça? La réponse c'est pour rendre visible quelque chose qu'on a voulu invisible. Et c'est ça l'enjeu. À force de vouloir invisibiliser les gens, il y a une réappropriation du pouvoir qui est franchement bienvenue, parce que le but, c'est pas de s'effacer. Et là, j'en parle, moi, d'un point de vue situé, parce que je parle beaucoup aussi au niveau plus communauté racisée, mais on peut en parler aussi au niveau de toutes les communautés, finalement, qui ont besoin de se faire voir, de se faire entendre et d'avoir accès à cet espace. L'autre élément que nous, on met de l'avant dans les bars, parce que quand je dis espace public, il ne faut pas juste le penser rue. Espace public, ça s'en va dans le bar, ça s'en va dans les milieux, l'autobus, l'endroit, en fait, dès le moment où on quitte la maison, jusqu'au moment où on fait la fête, c'est l'espace public. Et c'est de cet espace-là qui est nié, en fait, dans cette expérience collective. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la formation, c'est nécessaire. Mettre des gens, dans l'étude, on le voyait, il y avait des gens qui étaient par exemple au bar, qui étaient dans le restaurant. Ils n'étaient pas formés adéquatement pour repérer c'était quoi le harcèlement sexuel. Quand tu n'es pas formé à repérer le harcèlement sexuel, tu ne peux pas le voir. Tu auras beau essayer de comprendre l'expérience de ce que la femme ou la personne essaye de dénoncer, si tu ne l'as pas expérimenté et qu'on ne te l'a pas appris, c'est des choses qu'on apprend. C'est ça que quand on veut dire au conseil, c'est de l'ordre de l'apprentissage. On ne naît pas comme de cette manière-là. Ça veut dire qu'on ne naît pas fou, on le devient d'ailleurs. Il fallait que je la plug à un moment donné. Mais de la même manière, on a besoin d'outiller les gens. Donc, comme vous faites ce soir, avoir ce type de conversation dans des thématiques qui peuvent paraître, là on parlait du bruit ou des décibels, c'est quoi le rapport? Mais c'est lié finalement, parce que la manière dont on veut créer cet espace-là, il faut aussi qu'on le design, de quelle manière la sécurité ou le sentiment d'insécurité sera pensé. Fait que ça, on mise sur des formations, on mise aussi sur des espaces sécuritaires. Donc quand tu disais des espaces non mixtes ou parfois dans des festivals, il y a eu là beaucoup d'expériences et de projets pilotes, mais d'avoir des espaces où on se dit, on est visible, on le dit que cet espace-là, le promoteur, les gens qui travaillent pour le festival sont formés, on a les sentinelles, on a le GRIP, il y a le collectif. Ce sont tous des organisations dont la mission, c'est de faire ça. Fait que nous, au Conseil des Montréalaises, c'est vraiment cette manière-là, c'est de redonner aussi l'éclairage à ces groupes qui se sont constitués pour justement se réapproprier l'espace public.
Et maintenant, elle, je vais la garder. J'allais nommer une autre truc, mais je vais la garder pour la dernière question. Ouais. On parlera de gouvernance et de politique. Oui, merci beaucoup parce que c'est ça, je pense que c'est l'occasion d'une discussion comme celle-là, c'est parler des outils finalement qui sont à notre disposition, les outils qu'on peut visibiliser pour justement que ça prenne plus d'espace dans les milieux festifs ou dans d'autres types de milieux qui existent la nuit, mais dire que c'est là et que même si c'est pas parfait et qu'il y a encore beaucoup de travail et de chemin à faire, pour lequel d'ailleurs toutes les trois en fait vous travaillez fort, il y a des pistes de solutions qui s'offrent à nous. Et du coup, pour conclure un peu cette discussion-là, j'aimerais vous amener sur le terrain des recommandations, parce qu'on veut vraiment que les échanges nocturnes puissent faire émerger des recommandations qui viennent du terrain, qui viennent de réalités ancrées vraiment, que ce soit dans la pratique ou autre. Donc, vous pouvez m'en donner une si vous voulez m'en donner plusieurs. Je sais qu'une, ça va être difficile à choisir. Mais quelles seraient vos recommandations pour une gouvernance nocturne qui intégrerait justement les approches féministes et intersectionnelles? Colline, est-ce que tu veux démarrer? Ah oui, au niveau des recommandations qui émanent du terrain, donc s'assurer que toutes les toilettes aient des portes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est quand même important, c'est un détail qui a été, parce que nous on a fait une rencontre collective où on a demandé justement c'est quoi les recommandations que vous feriez. Essentiel, ok? Donc là je vous fais la part d'une autre recommandation qui émane des personnes qui ont participé à la recherche. C'est aussi de repenser les conditions de travail, de s'assurer d'avoir une transparence au niveau du salaire. C'est peut-être rien, mais comme c'est un travail, c'est le début de la reconnaissance de leur juste valeur en tant que travailleuse. Donc, ça commence par là, parce que souvent, les personnes ne sont pas au courant des cachets, ne sont pas au courant des montants. Et comment ça se fait? C'est parce qu'il n'y a pas de regroupement pour ces personnes-là qui sont travailleuses autonomes et que je vais vous montrer une cartographie qui a été menée qui a été créée par DIG. Donc, je vous en parlais tantôt, c'est un groupe interdisciplinaire. C'est le lien que je vous ai mis directement sur la page Internet. Mais c'est qu'au niveau des regroupements, mettons, des syndicats de musiciens, de musiciennes, regroupements, il y a une alliance qui s'appelle The Alliance for Equity in the Music Industry. Il y a comme différents groupes qui existent, mais il n'y a rien qui permet, il y a comme des angles morts pour ces personnes-là qui sont à la fois, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être des musiciens, musiciennes, qui peuvent être des compositeurs, compositrices, et on voit qu'elles sont vraiment dans les cracks. Donc, il faudrait avoir quelque chose, un regroupement, c'est ça qu'elles ont demandé, une sorte de syndicat, de guilde, qui permettent de référer concrètement c'est quoi les tarifs, c'est quoi les conditions de travail qui seraient comme légitimes, ou en tout cas, clarifier tous ces aspects-là. C'est ça leur demande principale. Maintenant, je vais peut-être laisser la parole pour la gouvernance de la vie nocturne. Ça, c'est un beau travail à faire. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il y ait un commissaire ou une commissaire de nuit qui chapeaute une gouvernance. Mais bon, je pense que tout le monde, beaucoup de personnes semblent être d'accord dans la salle. Donc, je pense que Nelly, vous allez en parler plus en détail sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Je pense que tu vas conclure de façon plus gouvernance. Là. Moi, je vais y aller peut-être dans le point utopique. Parce que dans les communautés lesbiennes, on dit souvent que c'est un peu niaiseux, mais on dit on veut un lieu, on veut notre bar, il est où notre lieu? Donc c'est un peu le rêve de comme on va s'entraider pour le créer. Mais c'est ça, avoir un lieu où supporter en fait les collectifs, c'est tous les collectifs qui font tout ce travail-là bénévole. À voir, parce que, en tout cas, dans les communautés gays, il y a beaucoup de donateurs, il y a beaucoup d'argent qui circule, d'argent rose qui circule, des donateurs qui aident à garder des espaces ouverts, qui aident à faire des choses. On n'a pas tant de lesbiennes riches, on n'en a pas tant, on les cherche. Si vous en avez, contactez-nous. Mais c'est ça, on n'a pas ce même, disons, la même fluidité monétaire. Donc, ce qu'on aimerait faire idéalement, avec un projet de gouvernance nocturne, ce serait de pouvoir aider les collectifs qui font tout le travail bénévole à organiser les soirées, à bien rémunérer les DJ, à bien rémunérer les artistes qui font le travail au sein de ça. Donc, c'est sûr que c'est un projet utopique, mais c'est un projet que je pense qu'on est en train de réfléchir à comment mettre en place cette structure pour aider, pour supporter, puis c'est ça, dans l'absence de lieu fixe, d'essayer de trouver un lieu aussi pour regrouper toutes les gens qui sont dans ces lieux éphémères, puis d'avoir un endroit
pour parler aussi, puis pour échanger, parce que souvent, c'est pas facile, c'est un travail épuisant, donc il y a beaucoup de gens qui finissent en burn-out, comme entre tous les autres, la Wild Pride qui avait été organisée pour faire un peu réponse à certains manquements de Fierté Montréal, ça avait aussi créé, c'était un travail phénoménal, un travail monstrueux. Donc, de trouver des façons de supporter ces gens, de supporter ces organismes qui émergent. Donc, Super. Ouais. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Mais non, mais je suis aussi dans le rêve, là. Je représente le Conseil des Montréalaises, mais on rêve. D'ailleurs, on arrivait d'une politique de la vie nocturne. Et ça, c'est un bon coup de la ville de Montréal. Tu sais, on s'en était parlé aussi un peu plus tôt, mais de pouvoir avoir amené les enjeux d'insécurité, les enjeux de violence sexuelle et des enjeux de harcèlement dans ce type de politique, c'était recommandé par beaucoup de groupes terrain et ça a été fait. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une opportunité à saisir, c'est une opportunité à continuer. Et puis j'en profite pour souligner le travail des fonctionnaires qui ont permis de faire ça, puis de toute la communauté qui a été réunie, parce que c'était wild de le faire, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas donné d'avance d'avoir le courage de se dire on va parler aussi des enjeux de sécurité, de harcèlement, parce que vivre sa vie nocturne à Montréal, puis faire de Montréal cette fameuse affiche là dont on parlait plus tôt dans le panel plus tôt, de se dire c'est une ville en pleine ébullition qui a plein de projets, ben, ça passe aussi par la manière dont on la rêve, et la manière dont on la rêve, ben, ça passe par les personnes qui composent cette ville. Puis ici, il y a une partie des personnes qui composent cette ville qui vivent de l'insécurité, faut qu'on en parle aussi quand on parle de gouvernance. Et je trouve que ça, c'est une super belle opportunité que la Ville de Montréal a faite, qui continue. Il y a une table de concertation. Le Conseil est aussi sur cette table de concertation. Puis je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent naître de ça. Je pense que vraiment, si je me permets un rêve, je pense que la chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que si vous êtes là ce soir à venir profiter de la nuit pour parler de ces enjeux-là, c'est qu'il y a probablement des belles choses à faire, puis que tout n'est pas forcément perdu. C'est la fin de l'année. Moi, je pense qu'on a besoin un peu d'espoir. Non, mais c'est super, encore une fois, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment, du point de vue de l'individu, juste avoir des portes à des toilettes, jusqu'à avoir des organismes communautaires qui sont capables de former des gens sur le terrain pour reconnaître les vax, jusqu'à avoir une politique de la vie nocturne. On voit comment tout ça s'imbrique finalement. Et puis je trouve c'est beau de pouvoir croiser ces perspectives on va dire de l'institutionnel qui est plutôt méta, jusqu'à vraiment la vie sur le terrain réel, quoi. En tout cas. Mais c'est super, merci beaucoup. Avez-vous encore des commentaires ou je peux ouvrir On peut ouvrir au public. Parlons. Oui, super. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions parmi le public. Ne soyez pas timides. On rêve plus. Oui, merci. Oui, allô, je suis Mariana, je suis technicienne du son et archiviste indépendante. Mais on parle de formation, qu'il y a un manque de formation même pour les gens qui travaillent dans les lieux, mais pour tous les gens qui vont assister, qui prennent partie de la vie nocturne. Mais je comprends qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont déjà peut-être, mais nous sommes ici maintenant. Mais est-ce que ça manque quoi d'autre pour avoir plus de formation? Est-ce que, I don't know, do we have to get venue owners to former ses employés, des promoteurs? Parce que oui, on peut parler un peu de gens qui the creators that make night, but there's a lot of established kind of roles that I feel like it's harder to engage them in learning how to deal with a lot of the aspects that you were presenting. Absolument. Donc, juste si jamais vous avez déjà visionné ça ou d'autres recommandations, s'il faut juste qu'on cogne la porte un peu plus fort. Voilà. Oui à tout. Oui à tout, honnêtement, parce que c'est sûr, de s'attendre à ce que des gens qui ont les angles morts soudainement du jour au lendemain aient plus d'angles morts, c'est pas magique. Effectivement, ça vient du fait de pression. Ça vient du fait d'en parler, ça vient du fait que le milieu se mobilise aussi à mettre l'éclairage. Parfois, ça passe par des études. Nous, c'est vraiment la courroie de transmission avec la Ville de Montréal, c'est des avis.
On s'en va sur le terrain, puis on leur montre et voici la réalité. Quand elle est sur un papier, c'est plus difficile de dire ça n'existe pas, prouvez-le-moi. Donc nous, c'est notre manière d'agir. Mais ce qu'on a vu dans les groupes, leur façon de fonctionner, parfois, c'est de faire des tests aussi. Et de se dire, ok, prochaine édition, est-ce qu'on essaye d'avoir, par exemple, le collectif qui est à l'événement? Ou est-ce qu'on essaye d'avoir les sentinelles, ou d'avoir le grip, ou petit à petit de se dire, ok, on va pas changer du tout au tout, puis former l'entièreté de la direction du jour au lendemain, mais petit à petit de faire des tests pour que ça remonte, et que ça devienne une opportunité gagnante à faire aussi. Parce que finalement, même les promoteurs, nous on avait des recommandations pour les promoteurs, même les promoteurs, ils gagnent à s'assurer que leur événement soit sécuritaire, puis pas le lendemain dans la page du journal pour dire qu'il y a eu des harcèlements à répétition, des agressions ou de la drogue dans les verres des gens. Fait que ça, il faut vraiment commencer à montrer qu'effectivement, le fardeau de responsabilité, c'est pas sur les personnes qui vivent les agressions. Les fausses bonnes idées là, de dire check ton verre, là, ce genre d'initiative, on n'est plus rendu là. Ça là, c'est des fausses bonnes idées. C'est des peut-être bonnes idées, mais elles sont surtout très fausses. Parce que ça met le fardeau de la responsabilité sur les travailleuses, sur les personnes qui subissent les agressions. Fait que ça, il faut vraiment enlever, puis aller beaucoup plus sur du soutien, des référents, des gens du domaine qui maîtrisent ces formations, qui peuvent outiller le milieu. Si je peux juste compléter, moi je trouve que c'est une très bonne question. Je me la suis posée moi-même dans le cadre de mes recherches. Et là, aujourd'hui, on fait une recherche-action en partenariat avec Mutech et la SAT. Alors, c'est pas parce qu'on sait plus de choses qu'eux, mais c'est vraiment une recherche-action pour créer un espace de co-construction des savoirs où chacune, et on travaille à plusieurs, j'ai nommé plusieurs personnes qui ont chacune des expertises, qui fait qu'en conjointement, on fait un projet où on va impliquer les employés de Mutech et la SAT pour essayer de repenser les pratiques en interne, valoriser en externe, parce qu'ils font un travail exceptionnel sur des projets d'incubation, des projets de forum. Fait qu'on va juste un petit peu aller un peu plus loin, mais avec eux et pour eux. Et donc, c'est pour moi, l'une des réponses, c'est la co-construction des savoirs où on reconnaît chacun et chacune nos propres expertises. On amène par exemple des personnes spécialisées sur certaines questions, comme tu parlais du GRIP, tout ça, mais amener un espace collectif où on repense ces enjeux-là qui sont extrêmement compliqués parce que souvent les gens n'ont pas conscience des fois de certains comportements, de comment agir et donc c'est tout à fait normal et ça demande un énorme travail de groupe à ce niveau-là. Farah, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je pense pas que... Mais tu sais, ça me faisait juste penser quand tu disais ces espaces de co-création, ça me faisait penser à quel point, tu sais, même nous, on n'est pas tant... On n'a pas d'informations sur comment des couples lesbiens, lesbo-queer vont se sentir dans d'autres types d'espaces, puis comment, tu sais, ça fait juste penser que, tu sais, de parler plus entre nous, puis d'être inclus dans justement des instances de des personnes qui ne sont pas nécessairement dans nos communautés, tu sais, je pense que c'est ça. Je trouve ça intéressant comme idée d'essayer de co-construire. C'est un laboratoire, tu sais, on expérimente tous et tout ensemble. Ouais. C'est ça. Souvent, c'est comme ça que ça démarre. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. J'ai présupposé qu'on avait le temps. On a le temps. Je confirme. Oui. Merci pour vos interventions. On comprend que le fait d'être une femme en soirée et la nuit est un acte de résistance quelque part. Mais vous avez commencé le panel en citant une citation des colleuses. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de soirées collectives d'action qui sont militantes, comme on parlait? Ouais. Donc, il faut en nommer un. D'activisme. Tellement, là. Tu peux dire the word? J'allais dire, tu peux tous... Ouais, je pourrais, mais tu sais, il y en a plusieurs. En ce moment, c'est ça. Il y a tellement de petits collectifs qui émergent puis qui font des choses, puis qui font des choses ensemble. Tu sais, il y a des soirées plus classiques. Il y avait LSTW, des Hell Nights, qui ont longtemps été, tu sais, les soirées lesbiennes, mais là, il y en a, ça a exponentiellement
augmenté. Il y a Queen and Queer qui font des grandes soirées lesbiennes. Puis ça, c'est un collectif intéressant parce que c'est les premières à faire des soirées lesbiennes à travers le Québec. Ben là, tu sais, je comprends, on a une perspective très montréalaise, mais tu sais, il y a encore moins d'espace lesbo-queer à travers le Québec. Donc, Queen and Queer a commencé à se déplacer puis à faire des soirées saphiques à Gatineau, tu sais, à Québec, à bouger dans différents endroits. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Il y a les archives lesbiennes qui ont produit une super expo qui était exposée au MEM, qui était vraiment, qui est un collectif qui trace l'histoire des collectifs lesbiens jusqu'à aujourd'hui. Puis eux aussi ont fait bouger leur expo à travers le Québec. Donc je dirais, les archives lesbiennes font ce travail de remise en mémoire aussi que je trouve super intéressant. Puis de voir comment est-ce que les lesbiennes militantes dans les années 80-90 s'organisaient la nuit versus aujourd'hui. Des fois, il y a des panels intergénérationnels super intéressants aussi. Donc ça, ce serait ce que je nommerais. Nelly et Colline, chez Setso, par exemple, je ne sais pas si elles sont encore actives. En tout cas. On peut les citer quand même. Chez Setso, qui fait un gros travail justement de promotion. Il y a Turnt, qui est un... Pardon, je reprends. Chez Setso, qui fait un gros travail de promotion des activités qui sont menées par les personnes que j'ai citées, que je ne peux pas nécessairement nommer non plus. Turnt, qui est un collectif pareil, qui regroupe des personnes qui sont militantes, qui font du DJing, et que, c'est une promotion qui se veut... c'est une OBNL, même si, il faut chercher des financements quand même. Women in Music. Hein? Women in Music. Ouais, c'est ça. Women in Music, qui, pareil, je pense que c'est encore... en fait, je trouve que ça met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que souvent c'est des OBNL, souvent c'est des gens qui font ça bénévolement. Donc, et comme on l'a dit tantôt, souvent les gens finissent par se brûler. Donc c'est des organismes qui ont des périodes d'activité qui ne sont pas toujours très constantes, mais qui existent, qui vivotent toujours un petit peu quand même, je pense. Puis je pense que ça fait un bon parallèle justement avec les subventions dont on parlait dans le premier panel, que je pense que c'est essentiel justement de réattribuer les fonds, pas juste à des gros monopoles. Évidemment que c'est important parce que ça constitue un peu la scène internationale, en tout cas de vitrine montréalaise, mais je pense qu'il y a une richesse aussi dans les scènes plus, alternatives, mais dont ils ont besoin absolument de financement, et qu'en plus de ça, la culture underground est essentielle dans une ville. Donc, bref, il faudrait réduire les enveloppes, je pense. C'est mon petit conseil. Je rajouterais aussi, si j'avais envie de rendre positive, il y a comme il y a des collectifs qui travaillent sur la valorisation positive de la sexualité lesbienne, qui vont être plus axés, qui vont faire des soirées avec il y a Sweet Like Honey, qui vont faire des soirées blush, mais malheureusement qui en fait plus, qui vont prendre des strippers, qui vont mettre de l'avant des soirées, des fois aussi, il va y avoir des soirées au Café Cléopâtre, puis il y a même un collectif, parce que tu sais, dans le village, il y a des saunas pour hommes, il y a des soirées sexuelles, ça abonde, mais pour les femmes, il y a eu un sauna dans les années 80, très brièvement sur Saint-Denis, mais là, il y a les soirées Grind Her. Donc, c'est des soirées, tu sais, c'est des gros sex parties par et pour les femmes et les personnes de la diversité de genre qui se font. Puis les billets sont vendus en 20 minutes, c'est parti. Là. Ils sortent, c'est sold out. Puis ça, c'est quand même assez révolutionnaire de voir, des sex parties géants par et pour, tu sais, lesbiennes, bisexuelles, queer, qui prennent l'espace aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a des soirées de visionnement. Il y en a, la dernière, il y en a une prochaine au cinéma L'Amour aussi, visionnement de films saphiques, de porn lesbienne. Donc tu sais, il y a comme ce reclaiming de la sexualité qui est pas fait de la porn pour, comme, en tout cas, des hommes cis avec les longs ongles que tu sais pas comment tout se passe, puis comment, en tout cas, mais comme là, c'est vraiment c'est super, pas que tu peux pas faire ça intellectuellement, je veux pas shamer les personnes aux ongles, mais c'est ça. Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi comme reclaiming du droit à la sexualité lesbienne que les hommes gays dans leur communauté ont toujours eu droit. Donc c'est ça. Pour faire un petit rebond avec les féministes, donc c'est un festival au mois de mars qui promeut les films, donc pour les femmes, pour les féministes, et donc ça se veut ouvert, mais il y a effectivement aussi une programmation au cinéma L'Amour, donc ça, je pense que ça parle de lui-même. Voilà, donc c'est vraiment la promotion de tous les féminismes, toutes les diversités sexuelles, voilà, donc c'est un très beau festival que je suis depuis des années et que j'admire beaucoup le travail des organisatrices. Oui. Super.
Parce qu'en fait, là, je me rends compte qu'on est pas mal dans le partage de ressources et de tips. Est-ce que vous en avez aussi? Oui, j'allais dire, s'il y a des gens qui ont envie de soit promouvoir des événements qu'ils connaissent et qui rentrent un peu dans la discussion d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me crier si vous voulez, si vous êtes plus loin. Mais est-ce qu'il y a une dernière question? Je suis très confortable avec l'inconfort du silence. Non, c'est parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions que ça, vu qu'on a déjà débordé. Ah, bah oui, yes! Je ne t'ai pas vu de loin. Je trouve que le mot gouvernance, nocturne, c'est vraiment intense. Comme j'entends ça tantôt, ça m'a fait tilter. Gouvernance nocturne. Surtout avant, quand on parlait de garder la culture, la diversité. Là, c'est comme, moi, dans le nightlife, je trouve le problème, c'est que c'est un art en soi. Puis il n'y a pas de catégorie. Le monde ne sait pas c'est quoi. Ça n'a pas la diversité. C'est quoi une taverne? C'est quoi un bar? C'est quoi un club? Qu'est-ce que ça englobe? Quel genre de. Et aussi, le parallèle entre les artistes, la chimie, entre le tenancier de bar et l'artiste. Le tenancier de bar et un artiste. Et en tout cas, toute cette culture-là, la catégoriser, la comprendre avant de vouloir mettre des lois et faire des ci, des ça, des ci, Exact. parce que dans la culture populaire, fuck all personne, c'est ça. Je suis ici ce soir pour ça. Je m'attendais à justement comme trouver des réponses à ça, faire avancer ça. Comment ça qu'on considère pas cette culture-là, qui est un art en soi, la culture du nightlife, être ensemble, partager, en flux. C'est ça. Fait que gouvernance nocturne, il faudrait trouver un autre mot. On prend les suggestions. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Ben moi, je vais... Oui. Merci d'avoir ouvert cette porte-là parce qu'effectivement... Non, mais je pense que plusieurs personnes pensent la même chose que toi. C'est qu'il y a vraiment une différente logique qui s'entrechoque. Puis il y a vraiment ce qu'on appelle une controverse dans les discours. C'est que même dans la littérature, on le voit, il y en a qui défendent la culture underground et qui veulent vraiment s'assurer une sécurité, mais pour essayer de rendre compte de la liberté, de la richesse des communautés, de faire en sorte qu'elles puissent œuvrer dans le monde, dans la vie nocturne. Mais les enjeux de sécurité sont alors repris par des discours et certaines personnes qui vont en faire comme un enjeu de gouvernance publique. Et donc, c'est les mêmes termes, mais ça ne se rapporte pas aux mêmes choses. Faire attention parce que tout ça existe dans tous les contextes sociaux et c'est un problème. Exact. Et donc, l'affaire, c'est que ce n'est pas mutuellement exclusif, mais il faut faire attention aux différents discours qu'on porte et aux différents messages que ça a sur les différentes populations qui composent la vie nocturne. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'en effet, il y a des re-questionnements à avoir parce que les termes, parfois, montrent certaines orientations, certaines logiques sous-jacentes, mais qui fait en sorte que certaines personnes se sentent perdues et à juste raison. Plus qu'on met de loi, puis après ça, moins qu'il y a de possibilités de faire. Exact. Parce que moi, quand je sors au sport, puis qu'il n'y a pas de pas, je vais aux toilettes, ben, je me dis que je suis un grand. Je rentre là, c'est la vibe de la place, c'est qu'est-ce que la place a me offrir. Je rentre dans le contexte, sinon je vais ailleurs. Il y a des tensions. Après ça, si que loi, ben, tu ne peux pas faire ça. Après ça, c'est que comment on peut explorer, devenir fou entre nous, puis justement développer des concepts. Il y a des gens qui travaillent. Mais oui, vas-y. Merci aussi pour le commentaire. Je pense que la seule nuance que j'apporterai, c'est, soyons fous, il n'y a pas de problème, mais quand le consentement des personnes n'est plus là c'est plus, faut qu'on fasse attention aussi, mais je pense vraiment ton commentaire, il est super parce qu'il permet cette créativité-là,
C'est exactement parce qu'on veut effectivement pas étouffer, mais c'est important dans certains contextes de rappeler qu'on s'est doté de tu sais, moi je vais parler de loi parce que c'est ce que je représente comme organisation aujourd'hui, parce que ça nous aide justement à dire, ben là tu es en train d'enfreindre quelque chose que tu devrais pas enfreindre, mais à la fin de la journée je vais pas te dire ne le fais pas parce que tu respectes pas la loi, je vais te dire ne le fais pas parce que la personne là elle a pas donné son consentement. Fait que là t'as pas envie de créer ça dans ta société, tu vois, c'est plus ça, mais effectivement, après, il faut une pluralité, puis moi je vous incite à poursuivre la conversation que tu viens de générer parce qu'il faut une pluralité d'actions. Les actions institutionnelles seules ne suffisent pas. Ça c'est clair et net. Il ne suffit pas de juste interdire des affaires pour qu'on élimine les violences sexuelles. Sinon, ça ferait longtemps qu'on n'en aurait plus des violences sexuelles. Parce que ça peut être problématique à un endroit social. Ouais. Mais réimaginons la société. Dans des bureaux d'avocats, qui arrivent dans tous les milieux sociaux. Ouais. Puis tu sais, dans nos avis, on en a trouvé, hein, les personnes qui portent plainte, là on n'a pas eu assez de temps, mais les personnes qui portent plainte à la police ou qui portent plainte de manière officielle, c'est très 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 minime pour toutes les raisons que tu évoques justement, parce que tout ce processus-là, il est très lourd. Mais en même temps, on a besoin de le remettre de l'avant pour se le réapproprier, puis justement que ça devienne aussi des instruments de libération, puis pas uniquement des instruments d'oppression. Parce que les communautés ont ce pouvoir-là, de se réapproprier ces choses-là, dans toute la créativité du nightlife. Mais je conclurai là-dessus en disant aussi que c'est pour ça, je pense qu'on voit pas mal d'initiatives comme les Safe Squad émerger. Ça, c'est grassroots, c'est vraiment par la communauté, pour la communauté. Mais ce qui fait l'ensemble des choses, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui traverse en fait toutes ces différentes échelles, de l'institutionnel à ce qui vient du ground. Je veux pas lancer de débat, mais moi je me pose beaucoup la question en ce moment sur est-ce que l'underground existe encore vraiment. Ouais, après la crise. Ce sera peut-être pour un autre panel. Mais moi je suis d'avis en ce moment qu'il y a beaucoup plus de middle ground que de underground. Parce que quand on veut de la subvention et qu'on va chercher de la subvention, ça peut rentrer en contradiction, ou en tout cas avec cet ethos qui serait underground. Donc en tout cas, peut-être que ça ouvrira d'autres discussions, mais je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour la soirée ce soir. Merci d'avoir été si nombreux. Merci à nos panélistes pour leurs superbes interventions. Et puis on se retrouve